Les invités que je vous présente tout de suite, Madame Anne-Laure Mendy-Isabelle, vous êtes juriste à l'association Aide aux victimes. Bonjour Madame, merci d'être avec nous. Bonjour. J'accueille également Monsieur Paulin Félix, vous êtes le président de l'association sportive et culturelle Cœur Handicap. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Plaisir, bonjour aux auditeurs de Guyane Première. Jusqu'à encore quelques temps, seuls les bourreaux apparaissaient sur la une des journaux ou apparaissaient dans les médias. Depuis quand la victime a le droit de citer ou encore est reconnue juridiquement en France, Madame Mendy-Isabelle? Donc ça fait pas mal d'années que de toute façon les victimes sont reconnues. Mais c'est vrai que on avait tendance avant à surtout s'occuper de la personne qui était mise en cause. Et d'offrir des garanties, notamment avec le procès équitable, etc. Et la place de la victime était un petit peu parfois délaissée. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on prend réellement en compte la victime, son dommage, et qu'on met en place de plus en plus de mesures pour s'occuper d'elle. Est-ce que votre association est affiliée à l'INAVEM, Fédération d'aide aux victimes? Tout à fait. On est affilié à l'INAVEM, et donc on est tout à fait inséré dans tout le système, que ce soit en Guyane ou en métropole, et donc on a certaines obligations à respecter et ça permet une unification de la prise en charge des victimes sur tout le territoire. Alors Monsieur Paulin Félix, je rappelle que vous êtes le président de l'association sportive et culturelle Cœur Handicap, une association qui existe depuis l'année dernière, si je ne m'abuse. 2013, août 2013 exactement. Pourquoi avez-vous créé cette association? Écoutez, moi je suis resté 35 ans dehors du département. Donc je suis rentré, je suis parti, j'étais valide, je suis rentré, j'étais handicapé, j'ai été victime de violences racistes, on peut le dire. Que s'était-il passé exactement? Alors j'étais disjockey dans une boîte de nuit à Nice, et donc c'était à l'époque où Monsieur Le Pen, Jean-Marie Le Pen voulait récupérer la mairie de Nice en 88. Et donc les jeunes sortaient des skinheads, qui sortaient de son meeting, sont passés dans la boîte de nuit où je travaillais, et ont mis du gaz lacrymogène. Et bon, nous, en sortant, il y en a un qui m'a tiré de la grenade dans les yeux. Depuis, vous avez perdu la vue? Voilà. Depuis, je suis un amblyopes profond. Donc, je gère. Effectivement, à l'époque, en 88, l'aide aux victimes était pas encore bien développée, comme elle a pu le dire, la demoiselle qui est à côté de nous, là. Et c'est vrai que bon, moi à l'époque c'était voilà quoi. En plus de ça, je me retrouvais dans une ville très loin de chez moi, loin de la famille. C'est vrai que. Et vous ne pouviez plus travailler à partir de ce moment-là. Ah ben oui, c'est clair. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Je suis resté 3 ans à l'hôpital, puisque bon, en fin de compte, j'ai eu 60 petits plans dans le visage qu'il fallait extraire. Et c'est vrai que bon, du coup, je suis resté 3 ans à vraiment vivoter, c'était vraiment très très dur. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment ravi que ce genre d'institution, ce genre d'association existe, parce que je suppose que ils doivent pas chômer déjà. Votre agresseur a-t-il été identifié, interpellé? Tout à fait. Donc mon agresseur, il a été identifié, il a été interpellé, mais bon, ça s'est trouvé que c'était le fils du doyen de la fac de droit de Nice. Donc du coup, il a eu une grâce présidentielle exceptionnelle par Monsieur Mitterrand, et donc pour service rendu par son père à la nation. Donc voilà, donc je me suis retrouvé en plus de ça pouvant rien faire. Il y a eu un jugement ou pas? Il y a eu un jugement, il a été condamné à 6 mois de prison, 6 mois ferme, et ensuite il a été gracié, donc il a même pas fait 15 jours de prison, quoi, en fin de compte. Donc pour vous, on peut pas parler de réparation? Ah ben non, moi c'était à l'époque. De toute façon, nous, on est une génération, ma génération, on est une génération qui avons essuyé des plâtres, puisque bon, à tout niveau, pas seulement qu'au niveau de la justice et des victimes, puisque bon, moi je vois bien que pour partir moi je suis parti faire des études à l'époque, c'était pareil, il fallait travailler, voilà, si j'en suis arrivé là, c'est parce que voilà, il fallait que je travaille à l'époque pour pouvoir payer mes études. Donc à la limite, j'aurais une sécurité comme les jeunes ils ont aujourd'hui, peut-être que aujourd'hui je serais dans une autre situation, dans d'autres conditions. Votre objectif aujourd'hui, c'est de proposer un espace de parole à d'autres victimes comme vous? En fait, oui, effectivement. Donc, arrivé en Guyane, je me suis retrouvé confronté justement à ce problème où les handicapés, déjà
culturellement parlant, on a déjà un souci, c'est que l'handicap, c'est quelque chose qu'on cache, qu'on montre pas. Il y a encore un tabou. Voilà, c'est un gros tabou même, on peut le dire. Donc c'est vrai que moi je me suis retrouvé confronté à ça, alors que partout maintenant le handicapé commence à prendre sa place dans la société. Et c'est vrai que ici, on est toujours sur ce tabou-là. Et c'est vrai qu'arrivé ici, moi je suis venu avec un chien guide. Voilà, je vais vous donner précisément pourquoi j'ai monté cette association. C'est arrivé avec un chien guide ici. Je me suis confronté à pas mal de problèmes, aussi bien chez le Chinois, je pouvais pas rentrer à la poste non plus, par exemple, dans des endroits, dans des secteurs publics, alors que logiquement, voilà, donc je me suis retrouvé avec ce genre de problème avec mon chien guide. Et en plus de ça, le chien du coup, il est mort. Voilà. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit si avec toute ma connaissance et toute l'énergie que j'ai, j'arrive à être face à ce genre de difficultés, allez voir ceux qui sont là et qui sont chez eux. Donc à partir de là, j'ai décidé, enfin en ayant discuté avec pas mal d'amis dans mon entourage, c'est vrai qu'on a décidé de monter cette association pour pouvoir justement permettre aux personnes en situation de handicap de se regrouper, d'échanger, de donner nos astuces, de faire du sport, de pratiquer des activités culturelles et surtout en fin de compte de sortir de l'isolement. Vous avez réussi à reprendre une activité professionnelle? Tout à fait. Moi en fin de compte je me suis recyclé aujourd'hui, je suis accordeur de piano. Donc je suis rentré en Guyane, donc je travaille à l'école de musique de Cayenne. Donc c'est vrai que la réinsertion, c'est encore un autre combat. C'est vrai que c'est encore un autre combat, la réinsertion, parce que il faut dire que si dans certains domaines on accepte assez facilement que l'handicapé soit inclus, dans le monde du travail encore, je peux le dire Vous êtes discriminé? C'est-à-dire que aujourd'hui encore, les patrons et les dirigeants, ils préfèrent encore payer l'amende. Ils préfèrent payer l'amende que de passer dans les 6% voilà, de personnel en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire que je les comprends aussi, puisque malheureusement, je les comprends, c'est les comprendre, il faut dire, parce que moi, je suis quand même dans cette situation. Mais il faut dire que, on leur donne, donc, effectivement, on leur donne des aides. Mais le problème qui se pose, c'est que, quand il faut embaucher la personne en situation de handicap, il faut aussi aménager son poste. Et généralement, le fait d'aménager le poste donne un surcoût. Donc alors, du coup, c'est vite fait. Hein, des gens, c'est des businesseurs, c'est des économistes. Donc, à partir de là, ils font vite le choix. Mais malheureusement, ce qu'ils savent pas, c'est ils gagnent au niveau sociabilité, au niveau qualité, puisque généralement une personne en situation de handicap, quand il travaille, généralement cette personne-là, elle, sachant que c'est très dur à avoir son travail, c'est des gens qui sont très appliqués, c'est des gens qui font très attention, des gens qui sont très consciencieux. Et c'est vrai que c'est dommage parce que en plus de ça, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est en situation de handicap, par rapport, moi, par exemple, j'ai des problèmes de vue. Il faut dire que on est obligé de développer d'autres sens. Donc, lui, la mémoire, on est obligé de s'organiser. Donc, c'est vrai que cette organisation-là profite à l'entreprise généralement. Voilà. Madame Anne-Laure Mendy-Zabel, quels sont les profils des victimes qui viennent vous voir? Alors ça dépend, il y a tous les profils, parce que je pense que n'importe qui peut être victime d'une infraction pénale, quelle que soit l'infraction, mais que ce soit vous, moi, monsieur, n'importe qui est à même de se faire, ou d'être victime de violence dans la rue, ou de se faire voler son téléphone, ou d'être victime de cambriolage. Il y a des infractions qui s'adressent de façon à toute la population. Il n'y a pas forcément un type de victime, tout comme on ne retrouve pas non plus forcément un type de personne mise en cause. Après, c'est vrai que les personnes que je reçois, il y a une majorité de femmes. Je pense qu'il y a à peu près 60% des personnes qui viennent me voir qui sont des femmes. Violence conjugale, victimes de violence conjugale? Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup, oui, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Mais principalement, voilà, je pense qu'on est à peu près à 60% de femmes. Et de la même façon, en termes de tranche d'âge, c'est un petit peu tous les âges. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent me voir qui ont entre, je dirais, 25 et 50 ans. Très bien. Est-ce que
Les Guyanais ont toujours le réflexe de vous appeler, de vous contacter. C'est la question que je vous poserai dans quelques minutes. Un de vos proches ou vous-même avez été victime d'agressions, de coups et blessures. Vous avez subi un cambriolage, un vol, un viol. Avez-vous bénéficié d'une prise en charge juridique ou encore sociale? Estimez-vous que la réparation, si réparation il y a eu, était à la hauteur du préjudice que vous avez subi? Appelez-nous au 31 9000. Voici dans les médias Done With You. Causez Première, 8h-9h sur Guyane Première. Un de vos proches ou vous-même avez été victime d'agressions, de coups et blessures. Vous avez subi un cambriolage, un vol ou encore un viol. Avez-vous bénéficié d'une prise en charge juridique ou encore sociale? Estimez-vous que la réparation, si réparation il y a eu, était à la hauteur du préjudice que vous avez subi? Appelez-nous, témoignez dans l'émission, interpellez mes invités en direct via le 05 94 31 9000. Mes invités ce matin, Madame Anne-Laure Mendizabal, juriste à l'association Aide aux victimes, Monsieur Paulin Félix, président de l'association sportive et culturelle Cœur Handicap. J'accueille tout de suite à l'antenne Cathy qui nous appelle. Bonjour Cathy. Bonjour.
Voilà, j'ai été victime d'un vol avec effraction, assez violent, hein, parce que quand vous rentrez chez vous, vous voyez votre maison éventrée, toutes vos affaires par terre. C'est très difficile à vivre. Par contre, je n'ai à aucun moment, je n'ai été orientée par la police qui reçoit votre plainte, qui fait les constats. J'aimerais demander quelle serait la procédure à mettre en place, parce que en fait, pour qu'on sache qu'il y ait une association qui s'occupe des victimes, il faut qu'on ait l'information. Est-ce que le premier échelon de communication, c'est pas la police? Alors quelle procédure, quel lien à mettre en place pour qu'on sache. Ça c'est une. Deuxièmement, effectivement, sur Internet, j'ai transmis une demande à une structure qui travaille avec le tribunal et qui se trouve au sein du tribunal, et là, aucune réponse. D'accord. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe. Restez avec nous, Cathy. Madame Anne-Laure Mendizabal, travaillez-vous directement avec les forces de police, les forces de gendarmerie? Alors oui, bonjour madame. Ma première question, c'était, vous avez été victime de l'infraction il y a combien de temps? Alors, en septembre 2014. D'accord, ok. Concernant du coup l'information qui est donnée, c'est vrai que c'est aux forces de police et de gendarmerie de pouvoir directement informer la victime après l'infraction qu'il y a des structures qui existent. Pour ce faire, sur les dépôts de plainte, normalement, il y a les coordonnées de l'association avec les lieux où la trouver. Donc normalement, maintenant, c'est à peu près généralisé. Sur quasiment tous les dépôts de plainte, les coordonnées de l'association et du tribunal apparaissent. Même donc quand l'interlocuteur ne le signale pas, mais ça apparaît quand même. Tout à fait. Dans toutes les informations qu'ils vous remettent avec votre dépôt de plainte, notamment avec le récépissé du dépôt de plainte, il y a toutes ces informations-là. Et c'est dans la liste en fait des informations qu'ils vous donnent liées à vos droits. Normalement, il y a indiqué où est-ce qu'on peut retrouver donc une association d'aide aux victimes. Concernant votre histoire à proprement parler, je pense que le mieux, peut-être, c'est de vous donner mes coordonnées. Alors, je ne sais pas si je peux le faire maintenant ou en antenne. Bien sûr. Et le mieux, je pense, c'est qu'on en parle directement. Et comme ça, par rapport à votre situation, on pourra envisager les faits. Est-ce que vous avez mis en cause directement quelqu'un ou vous avez déposé plainte contre X? Eh ben, contre X, hein, puisque bon. D'accord. La personne n'a pas été identifiée. D'accord. Donc là, en fait, c'est le problème, c'est que dans la mesure où personne n'a été identifié, les policiers, s'ils font l'enquête et qu'ils ne retrouvent personne, forcément, on ne peut mettre personne en cause, et du coup, on ne peut pas aller au tribunal demander une indemnisation puisqu'on n'a personne à qui la demander. Donc, en fonction des infractions, il existe parfois des fonds de garantie vers lesquels on peut se retourner, mais dans la majorité des cas, on ne peut pas demander d'argent à quelqu'un si on ne sait pas qui est ce quelqu'un et que cette personne n'a pas été condamnée. Depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a une meilleure prise en charge de la victime. Après, pour encore une fois obtenir une indemnisation, il faut que quelqu'un soit mis en cause. Il n'y a pas, même quand on est assuré. Alors non, après ça c'est autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes assuré, par exemple, pour votre voiture, vous êtes assuré contre même les tentatives d'effraction. Vous ne savez pas qui c'est, mais vous déposez plainte, vous allez voir votre assurance. Le préjudice sera indemnisé par votre assurance. Là, dans le cas de madame, une assurance civile, par exemple. C'est pour ça que je propose à madame de lui donner mes coordonnées. Donc, elle peut contacter l'association au 06 94 95 34 03. Donc 95 34 03. Et à la rigueur, on pourra parler directement de votre situation. D'accord. Et j'imagine que ça a été pour vous, Cathy, un énorme traumatisme. Oui, douloureux. Et jusqu'à présent, je suis dans l'incapacité de dormir dans cette chambre. Comment, c'était la mienne. Comment ça s'est passé? À quelle heure ça s'est passé? En pleine journée. Pleine journée? Oui, en pleine journée. Ça s'est passé entre midi et 14h. Et donc vous avez vu 12h et 14h. Vous avez vu quelqu'un débarquer chez vous comme ça? Non, c'est en entrant, sortant du travail. D'accord, que vous avez constaté les faits. Les faits. D'accord, très bien.
c'est vrai que ça peut être perçu comme un viol de son intimité. Alors, pour les personnes qui ont été violées, d'accord, mais bon, la seule chose que je sais, c'est traumatisant, c'est douloureux. J'ai du mal jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, ça s'est passé en septembre, le 25 septembre précisément, et jusqu'à présent, je suis dans l'incapacité, vraiment, de dormir dans cette chambre qui était la mienne. Est-ce qu'elle pourrait bénéficier, Madame Mendizabal, d'un soutien psychologique dans votre association ? Alors, c'est justement pour tous ces côtés-là, exactement. C'est-à-dire qu'il y a le côté juridique qui est très important lorsque vous avez, par exemple, lorsque la personne que vous mettez en cause est retrouvée, etc., qu'il y a un jugement, c'est bien de connaître ses droits, de savoir comment on fait pour se constituer partie civile et pour obtenir des dommages à intérêts. Mais ça encore, c'est une indemnisation financière. Mais c'est vrai que on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait dans beaucoup de cas une prise en charge psychologique qui était nécessaire, et c'est pour ça que cette année, on est en train de mettre en place des vacations avec un psychologue, de façon à justement pouvoir travailler de façon globale, et à la fois sur le juridique, et à la fois surtout sur le traumatisme qui a été vécu par la victime. Voilà, Cathy, merci pour ce témoignage. Bonne journée à vous, madame. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons maintenant Julien qui est au 31 000. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je vous appelle. Je voulais le nom des invités, en fait. Des associations. Écoutez, restez avec nous, Julien. Patricia va vous les transmettre, les coordonnées des associations, des deux associations que nous avons sur le plateau. Ce matin. Alors, justement, la question, Madame Anne-Laure Mendizabal, c'est de savoir si les victimes ont toujours le réflexe, au fait, d'aller vous voir. A priori, non. Non, alors ce réflexe, on tente petit à petit de le mettre en place. C'est pour ça que on intervient, enfin, en tout cas, l'association intervient à des permanences directement au commissariat de Cayenne, directement, donc le lundi de 8h à midi et de 14h à 18h. Lorsque ces personnes-là viennent déposer plainte, elles peuvent, sans rendez-vous, sans aucune formalité, venir me rencontrer, et dès le dépôt de plainte, comme ça, on peut informer la personne de ses droits et des démarches qu'elle a à faire. Et on essaie justement de mettre en place ce genre de dispositif pour que, directement, dès le dépôt de plainte, la personne soit prise en charge et qu'ensuite on puisse l'aider. De la même façon, l'association intervient aussi à la gendarmerie de Rémire le mercredi matin de 8h à midi, et à la gendarmerie de Matoury le vendredi matin de 8h à midi aussi. Donc tout ça, c'est sans rendez-vous, la personne peut directement venir, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on essaie d'informer les policiers et les gendarmes de ces dispositifs-là, pour que eux-mêmes, quand ils ont une personne qui vient de déposer plainte à un autre moment, qu'ils puissent lui dire: si vous avez besoin d'aide, il y a des dispositifs qui existent. Bien. 8h41 sur Guyane Première. On va donc revenir au standard pour accueillir Élie, qui nous appelle. Bonjour Élie. Élie, êtes-vous là? Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, voilà, je vous appelle parce que je viens de prendre connaissance de l'existence de cette association. Oui, voilà. Voilà, je vais vous expliquer mon problème. J'ai ma fille qui a été agressée en 2008. Elle avait 17 ans par une fille, dont elle a été blessée. Il y a le tribunal qui est passé, dont on l'a condamné la fille. Ma fille était assurée, rien n'a été fait, malgré avec toutes les assurances. Et cette fille est introuvable. D'accord. Vous n'avez pas de traces Non, elle peut pas être indemnisée. Ah oui, puisqu'elle est introuvable. Personne ne sait où elle est. Et pourtant, c'est une Guyanaise, elle est de Saint-Laurent. Là, je ne comprends pas. Et ma fille, ça agit sur ses études, parce qu'elle était mineure, elle est partie pour faire des études en France. Bon, tout ça, ça agit sur elle. Bien sûr. Et jusqu'à présent, j'ai rien du tout. Je suis allé voir l'association d'aide aux victimes. D'aide aux victimes, malgré tout ce que j'ai fait, il n'y a rien. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une enquête de police en cours, monsieur? Mais oui, il y a une enquête, il y a eu tribunal, il y a eu tout ça.
Ah, je ne comprends pas. Il y a eu jugement ou pas? Oui, il y a eu le jugement, on l'a condamnée, mais maintenant, elle a disparu. Alors des fois, je me demande, est-ce que j'ai confiance aux avocats? Parce que ça devient... En fait, alors, si je comprends bien, il y a eu un jugement et celui-ci n'a pas été exécuté. Non. Parce qu'on n'a pas retrouvé l'agresseur. Ouais, effectivement. Bon. Madame Anne-Laure Mendizabal. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, oui. Malheureusement, c'est vrai que là, après la situation là est un petit peu particulière et malheureusement très difficile à vivre pour le monsieur et pour sa fille. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'il faut savoir qu'à la fin d'un jugement, lorsque vous avez un jugement, il existe des fonds de garantie et un service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions afin de pouvoir directement s'adresser à eux et d'obtenir les dommages et intérêts. Sans avoir justement, ça aussi c'est des services qui ont été mis en place il y a quelques années de façon à pouvoir aider la personne victime à obtenir les dommages et intérêts et pas à ce qu'elle soit subordonnée à est-ce que la personne qui a été condamnée est solvable ou pas, est-ce qu'on la retrouve, est-ce qu'on la retrouve pas. Malheureusement, dans le cas du monsieur, les faits et en tout cas le jugement date d'un certain nombre d'années. Et là encore, forcément pour saisir ces services-là, il y a des délais. Ben oui, mais lorsque ma fille a été agressée, il n'y avait pas ces procédures-là. Hein. Il n'y en avait pas. On ne nous a pas mis au courant. Et moi, j'estime que je paie une assurance. L'assurance aussi, lui, ne s'intéresse plus. Et ben voilà. Alors, c'est peut-être l'occasion de dire aux gens que parfois les tribunaux rendent des jugements qui ne sont pas exécutés parce que derrière, on n'a pas forcément les moyens de les faire exécuter. Bon, là, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut proposer à Elie, Madame Mendizabal? Alors, le monsieur a toujours la possibilité de reprendre contact avec son avocat et de retourner voir un huissier si nécessaire, de façon à pouvoir tenter de faire exécuter le jugement. Mais là, a priori, on ne sait pas où elle se trouve, dans quelle ville, dans quelle commune, si elle a quitté le département, on ne sait pas. Non, on ne sait pas, non. Ouais, c'est quand même embêtant. Bon. Mais écoutez, malheureusement, on n'a pas d'autres renseignements que l'on peut vous donner. Il n'y a pas d'autres explications qu'on peut vous donner. Non, mais il faut savoir que dans les autres cas, par contre, c'est pour ça aussi que j'interviens au tribunal directement. C'est parce que, voilà, lorsqu'il y a un jugement, directement après le jugement, on a un certain délai, en général c'est 1 an maximum à compter du jugement pour se retourner soit vers des fonds de garantie, soit vers des services qui, eux, vous aident à obtenir ces dommages et intérêts. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a depuis quelques années une meilleure prise en compte et prise en charge de la victime et avec des procédures qui permettent, voilà, par exemple là, d'obtenir les dommages et intérêts directement et de ne pas avoir à courir derrière la personne qui est condamnée. Voilà, Elie, écoutez, bon courage à vous. Ok, merci. Au revoir, monsieur. Nous accueillons Julien maintenant. Bonjour, Julien. Bonjour. En fait, nous écoutons. Voilà. Oui. Donc, j'ai une TPME. Qu'est-ce que c'est? Très petite et moyenne entreprise à Kourou. Donc, j'avais un petit jeune qui est venu me voir une fois, qui m'a dit, voilà, ma copine était enceinte, qu'il voulait du travail, pas pour rester, mais voilà, juste pour aider sa copine. Donc, je l'ai aidé, comme un frère, comme un enfant, comme un fils. Et ce jeune-là, quand il a eu tout ce qu'il voulait, les informations de l'entreprise, il est venu à 3h du matin avec 3 potes à lui, casser l'entreprise, en fait. Et lui, il savait que l'entreprise avait 8 caméras de surveillance 24h/24 avec l'alarme. Et lui, il était cagoulé, mais malheureusement pour ses petits potes à lui, il n'était pas cagoulé. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai porté plainte. J'ai amené les preuves à la gendarmerie. Et ce jeune-là, c'était un habitué à Kourou. Et moi, quand j'ai appris ça, donc moi, j'étais abasourdi. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, d'accord. Ça fait 1 an, il n'y a pas eu de gendarmes qui sont venus dans l'entreprise prendre des empreintes. Il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a rien eu. Et ce même jeune-là, je le vois dans la rue, il se promène, il me regarde et tout. Donc voilà. Donc votre plainte a été classée sans suite, visiblement. Je peux dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas de suite. Ah oui.
Il n'y a pas de suite, donc du coup, je sais pas quoi, parce qu'en fait, ces jeunes-là, c'est tout le temps les mêmes, sont tout le temps les mêmes jeunes qui font la même bêtise, et ils sont très connus ici à Kourou, et moi j'ai un peu peur, je peux dire ça comme ça, j'ai un peu peur parce que ce sont toujours les mêmes, et voilà, on fait toujours les mêmes trajets, gendarmerie, porter plainte, après, voilà, il n'y a pas de suite en fait. Quelle est votre question exactement, Julien? Donc je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins jugement soit fait, de justice soit faite. Donc du coup, parce que il y a eu des cas, j'ai dû rembourser, j'ai dû racheter une autre porte, j'ai dû tout réparer moi-même, j'ai une assurance. Mais bon, après, il faut que ces jeunes la payent. Tant qu'ils ne payent pas, donc voilà, ils vont continuer. Ce sont des habitués. Donc je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire pour pouvoir aller au-delà de mes droits. Très bien. Madame Madizabal. Bonjour monsieur. Donc déjà, ce que je peux vous proposer, c'est que vous me contactiez après l'émission, et ensemble, on pourra essayer de se renseigner sur l'état de votre plainte, c'est-à-dire savoir directement est-ce qu'elle a été classée ou pas, et en savoir un petit peu plus sur l'état de la procédure qui vous concerne. D'accord. En fonction des informations qu'on aura, on pourra envisager, ou en tout cas vous pourrez envisager différents types de procédures que je pourrais vous expliquer. D'accord, madame. Voilà. Il faut savoir que quand on n'a pas d'informations, c'est pas parce qu'on n'en a pas que forcément ça a été classé. On est à même de se renseigner sur la plainte pour savoir est-ce que réellement ça a été classé ou pas, est-ce qu'il y a des suites, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout, même quand il y a du travail parfois derrière qui est fait. Très bien. Une autre question, s'il vous plaît. En fait, c'est autre chose. J'ai une amie qui vivait à Kourou, voilà. Elle s'est fait agresser par son compagnon. Donc du coup, cette fille-là en fait payait une assurance corporelle, les trucs contribuables, je sais plus. En tout cas, elle payait une assurance pour ça en fait. Elle a payé pendant 10 ans. Et malheureusement pour elle, elle a été agressée par son compagnon. Elle a eu 17 coups de couteau. Voilà, Dieu merci, elle est vivante. Et ben, elle a été dans l'assurance là où elle cotisait. Eh ben, elle devait percevoir une indemnité. Donc du coup, voilà, donc ça fait sans suite. Donc même les assurances, on peut même plus faire confiance aux assurances en fait. Donc pour pouvoir bénéficier de ces droits. C'est vrai que si on paye une assurance, c'est pour pouvoir en bénéficier quand on en a besoin. Merci Julien. Mon invité va donc réagir à vos propos. Là aussi, il faut qu'il insiste. Madame, là aussi, tout dépend du contenu du contrat de l'assurance. Tout dépend des clauses, parce qu'il y a souvent des clauses d'exclusion où on vous explique que vous signez un papier, vous avez l'impression que vous êtes assuré pour beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, quand on regarde le contrat dans le détail, il y a souvent des petites lignes qui disent que dans certaines situations, l'assurance ne sera pas amenée à intervenir ou ne pourra pas vous indemniser. Monsieur Paulin Félix, je rappelle que vous êtes le président de l'association sportive et culturelle Cœur Handicap. Vous avez fait l'objet d'une violence raciste. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Un sentiment de revanche ou pas du tout? Vous voulez vous construire? Vous voulez partir sur autre chose? C'est-à-dire que c'est plus un processus de résilience. Ok. Donc c'est-à-dire que j'ai été un petit peu centrifuge. Maintenant, il faudrait que je sois centripète. Donc ce que j'ai accumulé, maintenant j'aimerais bien le partager de manière à pouvoir être utile. Et à Nice, vous faisiez quel type d'études? Alors moi j'étais parti au départ sur des études agricoles. Donc j'étais au lycée de Suzuni. Donc au départ j'étais parti pour m'installer ici en Guyane. Hein. Et malheureusement la production que j'avais choisie, j'avais décidé à l'époque de faire des pommes cannelle et des arbres fruitiers. Et donc, en fin de compte, ça rentrait pas dans le cadre, ce qui fait que j'étais obligé encore de partir pour pouvoir poursuivre mes études parce que je pouvais pas faire ce que je voulais. Donc voilà, c'est vrai que moi, en fin de compte, je voulais surtout rebondir sur une chose, Monsieur Plaisir, c'est que d'après ce que j'entends là depuis tout à l'heure, justement, je pense que on met pas assez le point sur les victimes, ce qu'on appelle les victimes invisibles. Un peu, c'est-à-dire voilà, tous ces victimes qui bon, c'est vrai que là on a eu un petit exemple là, avec la dame et le monsieur là, c'est-à-dire que toutes ces victimes psychologiques, morales,
parce que bon, on croit que les surtout qu'ils n'obtiennent pas réparation. Et en plus, voilà, qui n'arrivent pas. Et même du coup, mais même parfois ils minimisent leur préjudice, même eux-mêmes. Du coup, ils trouvent pas l'envie d'aller. Ils se disent bon, voilà, l'autre qui a une jambe en moins, lui, il a déjà des problèmes. Pourquoi moi avec mon petit truc? Bon, alors qu'en fin de compte, on en parlait un peu en antenne avec la petite demoiselle. C'est vrai que tous ces victimes là, logiquement, devraient rentrer dans ce processus de reconstruction, de voir comment ils vont s'en sortir, parce que ça peut miner la vie de quelqu'un. On le disait en début d'émission, les bourreaux, s'ils apparaissent sur la une des journaux, il faut aussi que les victimes, qu'on les oublie pas. Tout à fait. J'aimerais que l'on accueille Bérange qui nous appelle au 31 9000. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour. Je suis émission et je reviens un petit peu sur tout ce qui a été dit là, parce que j'ai eu l'occasion de subir malheureusement les vols chez moi alors que j'habitais à l'étage. Et malgré les traces, malgré tout ce qui s'est passé, les déclarations que j'ai fait à la gendarmerie et autres, personne n'est jamais venu voir ce qui se passait chez moi. Ma voiture a été vandalisée à plusieurs reprises, les mêmes plaintes ont été déposées, personne ne bouge. Le paradoxe, c'est que je me pose la question, à quoi ça sert d'aller porter plainte, puisque quand vous appelez la gendarmerie pour dire que il y a telle chose qui se passe à tel endroit, et ça s'était arrivé plusieurs fois, puisque moi, depuis le temps que toutes les fois que j'étais cambriolé, j'ai vu que je donne un bruit pour que je me réveille, puis que j'expecte tous les alentours voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous voyez tellement de choses. Et quand vous appelez la gendarmerie pour venir voir, pour le signaler quelque chose, eh bien, on vous demande qui l'ont invité, et on vous demande toutes sortes de renseignements qui n'ont rien à voir avec. Alors, j'ai dit, mais attendez, je vous appelle pour signaler quelque chose, et c'est moi que vous interrogez pour me demander où je vis, qu'est-ce que je fais, mon numéro de téléphone, et j'en passe des mains et des faveurs. Alors, moi, je sais pas comment ça fonctionne, comment ça devrait fonctionner, parce que bon, on se plaint souvent de la télévision, où les jeunes s'appuient sur la télévision pour commettre leurs effets, puisqu'ils apprennent pas mal de choses. Et je me demande si la télévision ne peut pas servir d'exemple à nos gardiens de la sécurité, parce que il y a la télévision aussi. Est-ce qu'il faut que j'appelle les experts de Miami, si quelqu'un peut me donner le numéro de téléphone, que je téléphone, que j'envoie des télégrammes, que je fasse appel à M. Obama pour lui dire que j'ai des problèmes en Guyane et que j'aimerais bien être défendu, quoi. D'accord. Mais écoutez, à l'occasion, nous inviterons les forces de police et de gendarmerie qui répondront peut-être mieux à votre interrogation. Merci beaucoup, Bérange, de nous avoir appelés, d'être intervenu dans l'émission. Bonne journée à vous. 4 minutes maintenant pour conclure cette émission. À commencer peut-être par vous, Monsieur Paulin Félix. Votre association a 1 an. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives pour les années qui viennent, perspectives de développement, de structuration? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors déjà, on a développé un club handisport l'an dernier, où on est parti en Coupe de France de Torbal, une discipline pour déficients visuels. Cette année, on repart en Coupe de France et en championnat de France de 4e division. Donc le 6 février, j'ai une équipe qui part à Clermont-Ferrand disputer ce championnat, premier tour de championnat. Votre association donne une large place aux sportifs. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des médiations. Donc médiation aussi bien sportive, culturelle, artistique, donc de manière à pouvoir justement entamer ce processus de résilience. Nous, c'est surtout ça qui nous tient à cœur, c'est qu'on sorte de cette enclave là, de ce trou qu'on aime bien nous mettre et qu'on s'épanouisse. De quoi avez-vous besoin concrètement pour que la population le sache? Alors sincèrement, nous aujourd'hui, on a un problème de local. Je le dis vraiment très très fort parce que on n'est pas les seules associations, mais vraiment là, ça commence à devenir très urgent. C'est urgent. Si jamais il y a un auditeur qui a un local qui pourrait nous louer ou qui pourrait nous céder, qui pourrait nous prêter pour notre association afin qu'on puisse pouvoir continuer le combat, ce serait avec grand plaisir. Vraiment qu'on nous transmette voilà ces offres là, de manière qu'on puisse essayer de se structurer. Parce que là, on est dans des bouts de table, de salon, on essaye de faire, et en fait. Et donc, je voulais vous dire aussi qu'on avait une actualité ces temps-ci sur la violence. On a sorti un CD,
puisque bon, en fin de compte, dans le monde des déficients visuels, on est très lié à la musique. Et effectivement, il y a 6 mois de cela, on avait décidé de sortir, de faire un hymne à la non-violence qu'on a sorti le 29 décembre. Et donc du coup, ce CD, ce titre, il est diffusé gratuitement. Il est téléchargeable gratuitement aussi, et on va essayer de passer dans tous les lycées, tous les collèges, afin de pouvoir provoquer un débat avec les jeunes. Sur quel site on peut le télécharger? Alors sur YouTube. D'accord, très bien. Madame Anne-Laure Mendizabal, l'association Aide aux victimes, ce sont combien de personnes aujourd'hui qui sont à la disposition des victimes? Alors, en termes de salariés, pour l'instant, je suis la seule. Après, forcément, derrière l'association, comme toute association, il y a un conseil d'administration, etc., avec des bénévoles, tout ça. Mais actuellement, je suis la seule, donc juriste salariée. Et visiblement, il vous manque des moyens. Après humains. ça, c'est comme toutes les associations, n'importe quelle association pourra vous en parler. Il y a toujours ce problème de financement, il y a ces problèmes de subvention, mais ça, quelle que soit l'association, quel que soit le domaine, je pense qu'on est tous confrontés, c'est pour ça que monsieur parle de son problème de local, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. L'association se trouve où, à quelle adresse? Alors, donc, pour contacter l'association, pour pouvoir donc rencontrer la juriste, il faut venir soit à une des permanences, donc ce que je disais tout à l'heure, le lundi toute la journée au commissariat, le mercredi matin à la gendarmerie de Rémire et le vendredi matin à la gendarmerie de Matoury, le reste du temps au tribunal, et sinon il y a un numéro de téléphone, donc c'est un portable 06 94 95 34 03.